Édouard, on en est à notre dernier épisode de notre série sur la Révolution. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui du projet post-révolutionnaire ou projet révolutionnaire, c'est-à-dire plein de gens en France veulent la révolution, mais il y a des avis extrêmement divergents. J'avais hier Pierre-Antoine Plaquevent en ligne où on a discuté de mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait la révolution. Et il y a aujourd'hui en réalité deux grandes écoles. Il y a l'école d'un certain nombre de patriotes au sens large qui se retrouvent autant chez Florian Philippot que chez François Asselineau, qui sont sur la ligne dès qu'il y a une contrainte imposée par l'Union européenne, par exemple sur les finances publiques, sur le droit à l'emprunt, sur les montants d'emprunt, sur les stratégies budgétaires, les fameux GOP. Dès qu'il y a une contrainte qui est imposée à la France, plein de gens entendent ou ont entendu dans le monde patriote, on sortirait de l'Union européenne, la contrainte ne s'exercerait plus. Donc ça veut dire qu'on pourrait emprunter à 0% auprès de la Banque centrale autant qu'on veut. Et on a beau dire, mais ça ne s'est jamais passé comme ça, même avant la loi de 73, les gens répètent le mantra, mais on pourrait emprunter gratos autant qu'on voudrait. Hein. Dès qu'il y a un obstacle budgétaire, on dit ah non mais voyez, l'Union européenne nous empêche de dépenser autant qu'on veut. On pourrait faire autant de déficit budgétaire qu'on voudrait si. Dès qu'il y a une contrainte sur libre-échange, ah ben voyez, si on sortait de l'Union européenne, on pourrait faire du protectionnisme. Ah, si on avait le contrôle de la monnaie, on pourrait dévaluer la monnaie pour redevenir compétitif. On voit bien qu'il y a chez les patriotes une partie de gens qui aujourd'hui disent ah bah l'Union européenne, vive la souveraineté parce que ça nous permettrait de dépenser beaucoup plus, de faire du social, d'aider les pauvres gens qui travaillent 35 heures et qui sont épuisés, etc. Et puis il y a l'autre partie à laquelle moi j'appartiens qui consiste à dire le Frexit est nécessaire et souhaitable parce qu'il va rétablir la vérité des prix. Et que donc cette bureaucratie inflationniste, cette politique de protection sociale qui nous coûte un pognon de dingue pour avoir finalement des petites retraites de misère, puisqu'il y a un certain nombre de retraités qui ont des toutes petites retraites avec un système qui coûte extrêmement cher, il serait privatisé, les gens paieraient moins cher et il y aurait plus de revenus à la retraite. Je fais partie de ceux qui disent les hôpitaux qui font de la bureaucratie à n'en plus finir au lieu de soigner les gens, c'est insupportable, il faut remettre les pendules à l'heure. Puis il faut que les entrepreneurs, comme nous sommes, arrêtent d'être taxés à 75% sur les revenus qu'ils gagnent de leur entreprise parce qu'eux, ils n'ont droit à rien. Et en revanche, ils servent, le travail des entrepreneurs sert à faire vivre des tas de gens qui expliquent les patrons sont des salauds, le profit c'est dégueulasse, alors que ces gens-là ne le savent pas, mais vivent du profit des entreprises qu'ils ponctionnent. Et donc je pense qu'aujourd'hui, chez les révolutionnaires, il y a deux visions du monde. Il y a celle que moi j'appelle celle des arachis, qui consiste à dire on pourrait faire tout ce qu'on voudrait si on n'avait pas de limites imposées par les autres. Et puis la mienne qui consiste à dire si nous devenions souverains et indépendants, nous verrions la vérité des prix et cela nous permettrait de remettre à l'équerre les finances publiques, d'interdire les déficits budgétaires, de licencier très largement des fonctionnaires. De mon point de vue, il faut faire au moins 1 million de licenciements dans les services publics. Et ça permettrait de dire aux gens, quand vous travaillez beaucoup, eh bien, vous gagnez votre vie honnêtement. Et si vous travaillez moins, eh bien, vous gagnez moins bien votre vie. Ce sont deux mondes qui s'opposent. Et j'ai bien conscience qu'en forçant le trait sur le programme que je viens d'expliquer, eh bien, plein de gens vont me dire « Ah, vous êtes l'opposition contrôlée, vous êtes macroniste, vous êtes je sais pas quoi, vous êtes un mondialiste déguisé. » Et on a deux projets qui s'opposent aujourd'hui dans le monde révolutionnaire. Voilà. Cette longue introduction faite, je voulais qu'on se pose la question de la révolution et après. Quel projet et notamment qu'on se rappelle comment dans l'histoire, éventuellement, les projets sont apparus après les révolutions. Alors, si tu le permets, je voudrais insister sur 2 points pour commencer, puis après on essaiera d'approfondir. Le premier, c'est que je vais construire non pas un pont, mais une passerelle
entre les deux camps révolutionnaires dont tu parles. Il y a, je crois, une seule chose sur laquelle ceux qui rêvent que demain on rase gratis peuvent avoir raison, c'est sur la dévaluation. Je n'exclus pas qu'une dévaluation soit nécessaire et même bienvenue pour en fait rétablir une forme de vérité des prix, c'est-à-dire pour dire aux Français aussi, vous avez vécu au-dessus de vos moyens et maintenant voilà ce que vaut vraiment votre monnaie. Bon, alors évidemment, ça veut dire que on est dans une logique de rupture et de sortie de l'euro, mais de sortie de l'euro pour la vérité des prix. C'est-à-dire que je rappelle. De combien? Je pense qu'en fait, une dévaluation de 20 à 30% remettrait les pendules à l'heure, mais c'est des choses sur lesquelles on peut discuter. Et quand je dis ça, c'est dans l'esprit où De Gaulle, en 58, a dévalué, en même temps qu'il disait aux Français, bon, voilà, d'un côté on dévalue, mais de l'autre, on va remettre en ordre les finances publiques, et c'est la priorité. Donc, la seule concession que je fais au camp souverainiste, je dirais souverainiste profiteur en fait de la situation, c'est de dire ok pour la dévaluation, mais pour le reste, rendez-vous compte. Rappelez-vous le général de Gaulle en 58. Et si vous vous rappelez le général de Gaulle en 58, le rétablissement des finances publiques était absolument nécessaire. Ne serait-ce que parce que sinon on n'est pas crédible quand on exige quelque chose des partenaires. Alors là, ça nous renvoie à un deuxième sujet qui est celui du Frexit. Parce que tu as parlé de ces gens qui avaient une baguette magique, mais ils n'ont pas seulement la baguette magique, ils ont le mot magique. Alors le mot magique, c'est Frexit. C'est-à-dire que tu touches un objet en disant Frexit et aussitôt il se transforme en or. Or, en fait, on sait que c'est pas comme ça que ça va se passer. Et moi-même, j'ai été très frappé par la discussion qui a été menée dans le cadre du groupe de travail à 1000 personnes, hein, prenons-nous en main, dans le cadre de l'élaboration de notre liste pour les élections européennes, parce que en fait, beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs, comme toi, comme moi, qui voyons les problèmes, on dit non mais attendez, vous pouvez pas dire Frexit comme ça, je m'en vais, c'est magique, tout va bien. Ça se passe pas comme ça. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous ne pensions pas, je crois, toi et moi, que l'Union européenne participe de ce système qui est un carcan pour la France, mais en revanche, la question c'est de savoir comment on en sort et selon quelle stratégie. Alors, il y a un premier sujet qui est sans aucun doute la question de l'euro. Et là, moi, je pense que l'euro n'était tenable, en fait, qu'à condition que les élites françaises aient joué honnêtement leur partition, c'est-à-dire de dire aux Français, il faut faire des efforts. Je ne fais pas partie de ceux qui disaient que l'euro était forcément à rejeter, même si j'ai voté contre le traité de Maastricht. Mais pourquoi est-ce que j'ai voté contre le traité de Maastricht? Parce que je pense que déjà à l'époque, je me disais que ça serait un instrument de laxisme pour les finances publiques françaises, puisqu'on profiterait des taux d'intérêt allemands pour s'endetter sans douleur. Donc c'est pour ça que j'étais contre l'euro, moi. C'est parce que on a fait. Voilà, c'est ce qu'on a fait, exactement. Alors, à l'époque, mes connaissances monétaires étaient peut-être limitées, mais j'avais un instinct qui me disait qu'un Mitterrand, un Chirac ou d'autres, ils allaient profiter du truc pour dire non mais pas de problème, on peut emprunter, on n'aura plus les problèmes des années 80, des dévaluations, etc. Non, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que on a endetté la France sans douleur, et la douleur, on va l'avoir maintenant, on va l'avoir dans les années qui viennent. Alors, à partir de là, faut-il d'abord actionner le levier euro? Faut-il d'abord remettre à flot les finances publiques et agir sur d'autres secteurs? Moi, je crois qu'on ne fera pas l'économie dans la révolution à venir d'une remise en cause profonde de l'Union européenne. La question, c'est de savoir par quel domaine on commence. Mais est-ce que c'est révolutionnaire, ça? Est-ce
Est-ce que l'objet de la révolution, c'est précisément de... Alors, toi, tu dis renégocier nos relations avec l'Union européenne, mais est-ce que c'est ça, le corps, le substrat, comme on dit, idéologique de la révolution qui se prépare? Je pense que la révolution, comme on le disait hier et avant-hier, elle va naître d'un mécontentement, d'un soulèvement de facto. Et aujourd'hui, on se place le jour d'après, le moment où des individus responsables et visionnaires disent aux Français, voilà comment on va faire pour que ce que vous avez mis en cause, votre révolte, ne serve pas à rien. Et donc, à ce moment-là, il y a une question qui se pose vis-à-vis des interlocuteurs. Alors, ce que j'appelle la révolution, pour moi, il y a quelque chose qui est immédiat, c'est qu'on sort de l'OTAN. Ça, pour moi, c'est absolument nécessaire, c'est immédiat. Et pour une raison très simple, c'est que quand on est un pays en situation de révolution, on est une proie vulnérable pour des puissances étrangères, et donc nous devons avoir la maîtrise de notre défense. Et on n'a pas à demander la permission à qui que ce soit, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne l'Union européenne, on se place dans la situation de la révolution. Les partenaires vont nous dire, oui, mais alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gérez bien vos finances, etc. Oui, bien sûr, il y a un engagement de bien gérer la France parce que sans ça, on n'est pas crédible. Et ensuite, quels sont les domaines qu'on remet en cause en priorité? Alors, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a deux priorités. C'est le marché d'électricité parce qu'il est très défavorable à la France. Et il y a une autre priorité qui est de retrouver notre souveraineté alimentaire. Pour moi, c'est les deux domaines prioritaires. Mais certains vont dire que c'est peut-être autre chose. Et il y a aussi la question de savoir si la sortie de l'euro, on l'a fait tout de suite ou dans un deuxième temps. Là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Dans la pratique, on a un sujet aujourd'hui qui est caché grâce à l'euro, n'en déplaise aux détracteurs à tout craint de l'euro. Et je le redis, moi je suis pour la sortie de la zone euro, mais en se disant la vérité, en ne se cachant pas la tête dans le sable. Aujourd'hui, il n'y aurait pas l'euro, la France serait en situation d'un scénario à l'Argentine, c'est-à-dire d'un déclin très rapide de sa puissance, du fait de sa balance commerciale, de sa balance des échanges, comme on dit, ce qui dépasse le simple échange de biens, où, au fond, la France ne cesse de perdre de l'argent dans ses rapports avec l'étranger, c'est-à-dire qu'elle importe plus qu'elle n'exporte, et elle fait venir plus d'argent au sens large de l'étranger qu'elle n'en envoie à l'étranger. Sujet sur lequel la réponse magique, là aussi, c'est de dire protectionnisme, sans que les gens ne sachent exactement en quoi ça consiste. Mais on sait que si cette balance est déficitaire, alors il peut y avoir de nombreuses discussions, mais c'est très largement parce que ce qu'on appelle la compétitivité des entreprises françaises se dégrade. C'est-à-dire que par rapport aux concurrents étrangers, eh bien, les Français produisent plus cher et ont du mal à vendre au même prix que les autres parce que leurs coûts de production sont plus élevés. Notamment, ce n'est pas que ça, mais notamment du fait du coût de la main-d'œuvre et notamment en raison des coûts cachés, c'est-à-dire, c'est la fameuse histoire que le Sénat a très bien analysée dans un rapport dont on a rendu compte il y a une dizaine de jours, où pour créer une usine en France, on parle beaucoup de réindustrialisation, là aussi et la réindustrialisation va nous sauver, sauf que la réindustrialisation en France pour créer une usine, c'est 7 ans de travaux préparatoires, 7 ans de bureaucratie, 7 ans de paperasse pour les entreprises, parce qu'il y a des demandes d'autorisation nombreuses, complexes, et ensuite il y a des recours des associations écologistes, des débats publics, et des recours sans fin, et à la fin on ne sait plus où on en est, et le gars il est allé créer son usine ailleurs, parce qu'il n'en peut plus. Et donc c'est le poids de cette bureaucratie, mais c'est ce que nous disait Jean-François Chaperon, le président de la coordination rurale de l'Hérault, qui nous disait pour créer une haie, c'est l'adjoint au maire de Toulouse d'ailleurs, pour créer une haie en France, en agriculture, il faut 14 autorisations différentes. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui enserré dans des règles, des impôts, et ensuite un coût du travail démesuré, un droit du travail terroriste, parce que dès qu'on lève le sourcil en disant à un salarié « t'as pas travaillé », il vous explique que
vous pratiquez le harcèlement moral et que vous êtes esclavagiste. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Parce que si on veut pouvoir vendre pour éviter que la monnaie se dévalue, parce que nous prenons plus de monnaie étrangère que nous en donnons aux autres de notre propre monnaie, la monnaie se dévalue, elle se dévalue lorsqu'on importe plus qu'on exporte. Et on importe plus qu'on exporte aujourd'hui parce que nous avons, ce que je viens de dire, un coût du travail démesuré, un droit du travail totalement abracadabrantesque, des contraintes bureaucratiques, etc. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Et notamment, je mets les pieds dans le plat, est-ce qu'on supprime les 35 heures et est-ce qu'on explique que la retraite maintenant c'est à 67 ans et on supprime le monopole de la Sécu sur le sujet? Alors, moi, je crois, si tu veux, que sur tous ces sujets de réforme, pour des raisons qui sont des raisons tactiques et stratégiques, mais aussi pour des raisons de philosophie politique profonde, il se trouve que les deux vont converger. On n'a qu'une seule solution, c'est de faire confiance aux acteurs et de fixer des cadres. Il y a peut-être, là je vais réagir comme les Allemands font sur le sujet de la durée du temps de travail. Il y a peut-être des secteurs dans lesquels le temps de travail adéquat est de 35 voire de 32 heures. Il y a peut-être des secteurs dans lesquels le temps de travail adéquat est de 42 heures. Mais c'est pas à l'État d'en décider. Je pense que s'il y a effectivement un gouvernement proprement révolutionnaire, ce qu'il faut qu'il fixe comme cadre, c'est l'autorisation pour les chefs d'entreprise de négocier avec les partenaires sociaux. Et en fait, il faut le faire. Je pense qu'il faut. Alors là, pour le coup, inspirons-nous de l'Allemagne. Il faut une négociation à la fois par branche ou équivalent, et qui là peut se faire avec des syndicats. Et il faut une négociation par site, de production, par usine, par entreprise. Et à ce moment-là, il faut beaucoup de souplesse. Révolution scolaire. On va pas faire la énième révolution de l'éducation nationale d'en haut avec une circulaire ou 10 circulaires ou 100 circulaires. Non, on va donner l'autonomie aux proviseurs en leur laissant un certain nombre de marges de manœuvre. Et parallèlement, on va créer un cadre législatif très simple dans lequel les établissements privés hors contrat qui veulent se créer peuvent se retrouver parce que, par exemple, on crée un vrai système de chèque éducation, parce que, voilà, ces choses-là… Le chèque éducation, on le rappelle, ça consiste à offrir un crédit d'impôt couvrant tout ou partie des frais de scolarité des enfants. Voilà. Et je dirais qu'il faut fonctionner comme ça sur tous les sujets. Alors, en sachant que ça veut dire qu'on a un État dont l'autorité doit être absolument respectée, mais pas un État tatillon interventionniste. Un État qui éventuellement rétablit le droit là où il n'aurait pas été respecté, mais pas un État qui dit a priori à tout le monde, vous allez tous faire la même chose et il y a une seule taille de chaussures pour tout le monde. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Par ailleurs, pour agir sur la compétitivité, c'est pour ça que je parlais effectivement de la question du coût de l'énergie, du coût de l'électricité. Je crois, si on regarde, là aussi, comparons-nous à l'Allemagne. La comparaison avec l'Allemagne est quelque chose que je pratique avec modération, mais quelquefois, elle est utile. Quelle était la force de l'industrie allemande jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à la guerre d'Ukraine? C'était le gaz russe bon marché. C'est ça. Quel est le problème aujourd'hui de l'industrie allemande? Ils peuvent faire la compression sur les salaires, tout ce qu'ils veulent. Ils ont perdu 30% finalement de marge à cause du coût de l'énergie. Donc je crois que si précisément c'est ça la révolution vis-à-vis de l'Europe, c'est de dire aux Européens, c'est à prendre ou à laisser, voilà quelles sont nos conditions. Et désormais, c'est le nucléaire français qui a la priorité pour la France, et ce sont donc les prix tels que nous les fixons. Ensuite, si vous voulez profiter de cette énergie bon marché, on est prêt à vous la vendre si on a du surplus. Bon, et donc je crois que sur tous ces sujets-là, il faut être très clair.
Mais tu as tout à fait raison. La question va être d'abord de donner confiance aux entrepreneurs et de permettre aux entrepreneurs de reprendre la main, puisqu'aujourd'hui, c'est à leurs dépens que se fait la redistribution de richesses. Tactiquement, comment on négocie, puisqu'on sait que là, dans tout ce que je viens de dire, et toi, tu es plus modéré que moi sur certains aspects, mais même ce que tu dis sur le chèque scolaire est un casus belli pour un certain nombre de figures influenceuses qui souvent d'ailleurs n'existent que par l'audience qu'elles ont sur les réseaux sociaux. On sait bien que ces influenceurs-là viennent de manger leur chapeau 10 fois en nous écoutant, en se disant mais c'est le diable, c'est satanique, c'est horrible, c'est néolibéral, c'est tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit faire alliance avec eux? Je voyais un tweet de Philippe Murer disant alliez-vous tous. Est-ce que idéologiquement, nous sommes sur les mêmes bases qu'un certain nombre de souverainistes qui, eux, sont des étatistes et qui, de mon point de vue, j'assume le caractère partial et subjectif de ce que je veux dire, mais qui, de mon point de vue, proposent de remplacer la dictature européenne par une dictature française. Ils disent, mais non, mais faisons un État gigantesque, mais français et pas européen. Ce qui, pour moi, revient au même. Est-ce qu'on doit faire une alliance tactique avec eux ou pas pour faire une révolution? Alors, Eric, je vais te faire une confidence que je ne t'ai jamais faite. Et par la même occasion, je la fais au courrier, au lecteur du courrier, nos auditeurs. Non, je vais être léniniste en l'occurrence. Je pense que on ne réussira pas la révolution si on doit passer des compromis permanents avec des gens qui, au fond, ne veulent pas la même chose que nous. Et je le dis très franchement, je leur dirais en face s'ils étaient là dans le cadre d'un débat. Je crois que… Alors pourquoi est-ce que je fais une allusion à Lénine? Parce qu'au fond, quelle a été la force de Lénine, que je déteste par beaucoup d'aspects, mais dont il faut bien reconnaître qu'il a su prendre le pouvoir et le conserver et reconstruire un État russe. Et bien, Lénine avait compris que le genre de discussion dont il sort des motions radicales socialistes, alors un peu d'étatisme, un peu de libéralisme, etc., la révolution était morte. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'être brutal comme Lénine, on n'a pas besoin d'avoir un Dzerzhinsky pour traquer les adversaires politiques. En revanche, on peut retenir une chose, c'est que, prenons un exemple préférable, celui de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, elle ne s'est pas demandé si elle allait faire un compromis au sein de son parti avec ce qu'on appelait les mous, les wets. Elle a dit ceux qui m'aiment me suivent. Et elle a gagné les élections. Pourquoi? Parce que tout le monde était convaincu qu'il y avait un profond besoin de renouveau. Et là, je crois que le programme que nous proposons est un programme certes révolutionnaire, mais la tactique suivie et même la stratégie est extrêmement raisonnable. On parle toujours des marchés. Je ne pense pas qu'avec une politique de remise en état des finances publiques et de baisse des impôts ou des dépenses et de relance de la compétitivité, nous allons avoir les marchés contre nous. Première chose. Deuxième chose, l'important, c'est d'avoir les électeurs avec nous. Et les électeurs, nous les aurons si on leur donne plus de liberté et on leur montre qu'il y a l'accès à l'emploi. Parce que c'est ça, fondamentalement, qui est en jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, je vais jusqu'au bout de mon léninisme, un léninisme thatchérien. Eh bien, je ne veux pas d'alliance. Ouais. Voilà. Un grand écart digne d'éloge à ton âge, si tu me permets d'être désagréable. Mais je te rappelle que Margaret Thatcher est celle qui a dit à Reagan, il faut travailler avec Gorbatchev. Alors que Reagan, lui, il était toujours dans sa rhétorique de l'empire du mal. Donc, je ne suis pas si loin d'une réalité historique. Trêve de plaisanterie, aucun compromis, parce que je crois que on ne peut pas engluer la France dans un étatisme franco-français qui se substituerait à l'étatisme franco-européen. Alors, je vois bien que le seul avantage qu'il y aurait à l'étatisme franco-français, c'est que le Parlement contrôlerait mieux ce qui se passe. On n'aurait plus Bruxelles pour en rajouter.
mais enfin, ça serait quand même mortifère pour la France. Non, il faut une révolution des libertés, il faut une révolution qui mette les gens en mesure de faire ce qu'ils ont envie de faire. Après ça, effectivement, il peut y avoir du grabuge, du remue-ménage, mais si on crée des emplois, c'est ceux qui créent des emplois qui ont raison. Est-ce que, Édouard, dernière question, nous clôturerons cette semaine révolutionnaire sur le courrier. Est-ce que quand tu dis pas de compromis avec ceux qui ne partagent pas ce projet, avec les étatistes pour aller vite, est-ce que tu penses que ça signifie que nous devons dès maintenant faire ce que nous avons fait un peu aujourd'hui, c'est-à-dire au fond faire un coming out sur, en fait, on est tous pour le Frexit, sauf qu'on l'est pour des raisons très différentes. Est-ce que ce coming out-là te paraît nécessaire? Est-ce qu'il est positif d'avoir ce débat dès maintenant? Ou bien est-ce que tu penses que tactiquement, même si on vient un peu de lever le lièvre aujourd'hui, il vaut mieux faire comme si il n'y avait pas de divergence de fond et attendre le premier soir de la Révolution pour dire maintenant, on va se compter? Non, je ne pense pas, pour une raison qui est liée à tout ce qu'on vient de dire. Je crois que les Français ne supportent plus le double langage de la classe politique. En fait, quel est le gros défaut de tous les partis politiques? C'est que lorsqu'ils sont élus, ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Et même pire, ils ne disent pas ce qu'ils font. C'est ça le drame. Et je pense que paradoxalement, la ruse de la raison historique, c'est que dans les mois, les années qui viennent, la prime ira à ceux qui disent la vérité et qui annoncent ce qu'ils vont faire et qui ensuite font bien ce qu'ils ont annoncé. Et donc, là encore, au risque de lasser avec la boutade, quelle était la grande force de Lénine? C'est qu'il avait dit ce qu'il ferait, et il l'a fait. Et il avait dit qu'il ne ferait pas de compromis avec les mencheviks et avec les socialistes révolutionnaires, et il n'en a pas fait. Et donc, je pense que les Français sauront gré aux forces politiques qui vraiment feront ce qu'elles ont annoncé. Bon, eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, on lira avec attention les réflexions qui ont été faites. Je sais que ce sujet de révolution agite un certain nombre d'esprits. Si on nous permet de refaire une synthèse, on l'a dit, pour nous, la révolution est un horizon indépassable. Toi et moi, on n'est pas forcément d'accord sur la façon dont ça va se passer. Moi, je reste persuadé que la révolution va s'imposer d'elle-même, et pour des raisons peut-être différentes des tiennes. Et dans l'affaire, là où nous sommes d'accord, c'est qu'il faut avoir un projet prêt pour le lendemain. Et on vient de dire une grande partie du contenu de ce projet. Je souhaite bien mettre en lumière et dans tous les esprits ce qu'on a dit, à savoir qu'une révolution, ce n'est jamais un programme pré. C'est pas le scénario d'une pièce que des acteurs jouent sur scène, qui aurait été préécrit. C'est le résultat d'un rapport de force qui est incertain, improbable. Le hasard existe dans l'histoire, l'improbabilité ou l'incertitude aussi. Et ce que nous souhaitons, c'est être au maximum prêt pour avoir une société qui soit fondée le plus possible sur l'ordre spontané et non sur l'ordre vertical imposé par une caste qui se présente. Aujourd'hui, on a au pouvoir la caste de ceux qui nous expliquent qu'ils sont pour l'inclusion, la diversité, je ne sais pas quoi. D'autres nous expliquent qu'ils sont pour le bien commun, d'autres pour tout un tas d'autres théories. Pour moi, une caste est une caste et son projet de domination, quel que soit l'emballage et la couleur du papier cadeau, ça reste une logique de domination. Et de mon point de vue, l'important, c'est d'avoir une société qui se fonde sur l'ordre spontané et non sur un ordre venu d'en haut. Et si tu permets une dernière réflexion, puisqu'on parlait du chèque éducation, je pense que c'est un bon exemple qui fait comprendre ce à quoi nous pensons. Le chèque éducation, précisément, c'est quelque chose qui permet que l'accès à une éducation libre ne soit pas fonction du revenu, mais que ça soit accessible à tous les revenus.
Et je crois que c'est, en fait, au fond, ce que nous voulons, c'est en matière économique un capitalisme pour tous, et en matière éducative, pour nous limiter à ces deux domaines, une éducation d'excellence pour tous. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, puisqu'aujourd'hui on cumule les inconvénients. On a un capitalisme pour quelques-uns et un étatisme médiocrisant pour la grande masse. Et c'est de ça que nous voulons sortir. Merci Edouard. Et puis, on reprend le régime normal du courrier à partir de ce lundi 20 février. Merci Eric. À très vite. À bientôt.